On sait depuis le neveu de Rameau qu'il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre qu'en enseignant. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vous offrez, plus vous donnez, plus vous partagez, et plus vous avez de chances de vous approprier la connaissance, parce que c'est la seule chose que le partage grandit, hein. Elle ne se déstocke pas, elle grandit à mesure qu'on l'offre généreusement. Alors j'ai une question pour vous. Et si le luxe ultime auquel nous avons aujourd'hui accès n'était pas justement le partage de la connaissance? Et si le luxe encore au-dessus, ce n'était pas la capacité de poser des questions, d'interagir, de transmettre, de donner en compagnie de gens qui sont intellectuellement stimulants? Eh bien voilà. Je me suis donné pour mission, dans mon modeste espace, de recevoir comme ça, alors sans prise de chou, sans modèle économique, sans chercher à savoir où ça va nous emmener. Je me suis donc offert ce petit luxe, recevoir des gens que je trouve stimulants, que je croise dans les réseaux, que je connais pas par ailleurs, ni autrement, hein. Je vois simplement il émane quelque chose autour d'eux, une espèce d'aura, d'énergie, quelque chose que j'intuitionne bien. Alors d'ailleurs, ça tombe bien, parce que l'intuition, vous allez voir, c'est un de ces sujets. Je reçois Emmanuel, que je vais laisser se présenter. Emmanuel, tu vas simplement nous dire qui tu es pour qu'on puisse te situer. À toi de jouer. Merci Frédéric. Alors je suis Emmanuelle Fiton-Aillier, j'ai 49 ans et 2 enfants de 19 et 14 ans, 2 garçons. Mais Donc tu les fais pas. Moi, je pensais que tu avais 27 ans. Merci. Et que ceux qui regardent cette vidéo Oui. viennent commenter et me dire si j'ai l'air d'un flagorneur en disant ça. Parce Je que pense franchement, pas. Je trompe tout le monde en fait. c'est terrible. Bon, ok, alors déjà, félicitations. Alors, Merci. c'est le fait d'aimer ce qu'on fait qui conserve aussi bien. Entre autres, Je vais oui. me faire engueuler. Tu sais ce qu'ils vont dire après. Ils sont tous. Il y en a plein. Il y en a bien 10-20%. S'ils ont l'esprit mal tourné, ils vont dire allez, les petites flatteries, les vidéos qui commencent trop gentiment, tout ça. Mais vous allez voir, les gars, on n'est pas des bisounours. On va aussi rentrer dans les sujets. Mais c'est bien de commencer avec justement cette positive attitude, parce que ce qui est important, c'est pas juste la positive attitude, c'est l'alternance de toutes les postures mentales. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on fait là entre nous? On se valorise, on crée un peu la confiance. Oui. J'imagine que ça, c'est quelque chose que tu connais. Oui. Et je crée la confiance, moi, de mon côté, par le premier regard. C'est très important, le regard. Ça se passe en combien de temps, ça? Tout de suite. C'est 10 millième instantané. de seconde, alors. Oui. Bah exactement. Oui. Non, mais tu sais que c'est vrai, hein, ça a été démontré en plus. Oui. Et puis c'est un proverbe français qui dit que le regard, c'est le miroir de l'âme. Et oui. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, on disait aussi. Alors justement, ça a l'air d'être un petit peu anecdotique, sympathique, parler comme ça, mais en fait, toi, c'est un peu la pierre angulaire de ton métier. Oui. Tu bases énormément de choses là-dessus. Exactement. Alors comment on fait pour baser énormément de choses là-dessus? Sur le regard. Sur le regard, sur l'intuition, sur le lien spontané qui s'établit entre les personnes sans qu'on ait forcément eu à le formuler, le verbaliser. Alors moi je l'ai fondé par mon authenticité en fait. J'ai une polarité très forte qui est la vulnérabilité. Que tu assumes. Que j'assume, oui. Que j'en ai pris conscience et je l'ai accepté. Ouais. Et de l'autre côté, c'est ma grande force intérieure en fait. C'est-à-dire qu'en fait tu l'as pas seulement accepté, donc tu en as fait une nourriture pour l'esprit. Oui, et c'est quelque chose aussi qui m'a sauvée. Bon, de toute façon, au risque d'enfoncer une porte ouverte, on va le faire peut-être pour ceux qui n'ont jamais écouté mes interviews précédentes de coach, parce que comme tu le sais peut-être, hein, et c'est pour ça que je pense que tu as accepté cette interview, tu sais que j'aime bien interviewer les coachs, parce que je réalise que ce sont, alors surtout ceux de haut niveau et qui sont habités par leur sujet, ce sont des professionnels par définition humanistes, qui en tout cas s'intéressent profondément à l'homme. Bon. Et qui aiment. Voilà. Bon, alors justement, et qui aiment autrui, qui ont cette prédisposition mentale. Mais justement, donc au risque d'enfoncer cette fameuse porte ouverte, il faut rappeler qu'on ne peut pas être facilement coach à moins d'avoir exploré ses propres fêlures, de les avoir ressenties, d'accepter sa vulnérabilité, d'avoir pris évidemment du recul sur cette vulnérabilité et d'en faire la matière première de cette connaissance de l'autre, qui commence donc par une bonne connaissance de soi. Bon. Est-ce que tu peux donc nous parler? C'était pour te passer maintenant la patate chaude du cheminement intellectuel là, plus complexe, qui est celui qui amène une personne comme toi à devenir coach et à vouloir aider les autres. Exactement. Alors c'est un parcours de vie. Quand j'étais petite, en fait, je ne parlais quasiment pas. Je souffre de timidité, même encore aujourd'hui. Et donc là, en fait, c'est ta pire torture, là, entourée de lumière. Exactement. Et d'enfermement aussi, d'une forme d'enfermement. Puisqu'à 15 ans, on a découvert que je n'analysais pas les sons graves. Donc j'avais une déficience auditive sévère et je compensais par l'observation, par
plein d'autres capteurs. Donc ça, c'est un handicap très subtil. Oui. Et difficile à détecter. À détecter. Alors on disait de moi que j'étais naïve, trop gentille, que je ne ferais pas grand-chose dans ma vie. Pourquoi ? Parce qu'en relation directe avec ce handicap et donc ses répercussions non, pas en relation avec avec le handicap, par le fait que j'étais très renfermée que je m'exprimais très peu. Alors ceci étant une des conséquences. Voilà, une des conséquences, exactement. Et donc mes résultats scolaires étaient déclinés au fur et à mesure, puisque tant que je recopiais ce que les profs mettaient au tableau, ça allait. Mais quand c'était dicté, là, je n'arrivais pas à suivre. Donc je me mettais toujours à côté de la première de la classe et je recopiais ce que j'avais loupé pendant la cour de récréation. Enfin, je n'y allais pas, du coup, je faisais ça comme ça. Ouais, c'est pas évident. Et en plus, on a détecté ça à l'âge de 15 ans. C'est ça 15 ans, voilà. Donc j'ai pris des cours de maths avec un étudiant, le fils d'amis de mes parents, et c'est lui qui s'est rendu compte que je n'entendais pas bien. Donc orthophonie. Et là, l'orthophoniste, au vu des résultats, parce qu'on te met un appareil dans les oreilles, mais aussi sur les os, donc j'étais largement en dessous de la moyenne, et elle me dit, vous êtes en quelle classe ? Je dis, cursus normal, vous devriez avoir 2 à 3 ans de retard scolaire. Alors je dis, non, je travaille beaucoup à la maison, c'est l'écrit en fait qui me sauve. Et donc j'ai été rééduquée tout un été. C'était très désagréable, c'est la méthode Tomatis, j'écoutais de la musique classique déformée sur les aigus pour me relever les graves. J'ai passé mon bac, après j'ai continué le cursus classique, et là je demande à mes parents, très timidement, ne sachant pas trop ce que je voulais faire, mais quand même je demande la fac de psycho. Ils me disent non, pas la fac, beaucoup d'appelés, peu d'élus, et tu feras plutôt quelque chose de sérieux. Elle a une terrible réputation de la fac psycho, c'est horrible quand on y pense d'ailleurs. Je sais pas parce que j'y suis pas allée du tout. Ah d'accord, alors finalement, ils m'ont dit non, pas la fac de droit non plus, tu feras école de notariat. Bon, le notariat, j'avais fait une analyse graphologique et ils en avaient déduit que ça allait m'aller très bien. Depuis, j'ai retrouvé l'analyse et je n'ai trouvé aucun élément qui pouvait concorder, mais enfin bon. Ça m'a donné quand même des compétences que j'utilise toujours aujourd'hui, d'organisation, de recherche, le fait de synthétiser aussi. Et parce que tu es allé au bout de ce cursus-là. Ah oui, je suis premier clerc de notaire, c'est mon premier diplôme. J'ai travaillé 5 ans dans le notariat et j'ai connu la guerre du Golfe, donc une période de chômage. Et j'ai retrouvé du travail dans un OPCA, un organisme paritaire collecteur et financeur de la formation professionnelle. Donc là, je suis autodidacte dans ce qui concerne la formation professionnelle. Et au bout de 5-6 ans, je me suis fait remarquer parce que j'étais très organisée, je préparais des documents pour anticiper la gestion des dossiers, etc. Je suis devenue manager. Et j'avais un chef harceleur moral, et ça a duré 12 ans. Donc ça forge le caractère. Ouais. Alors en même temps, j'étais un manager humaniste, j'écoutais beaucoup, j'étais très gentille, mais j'avais des résultats équivalents à mes pairs, la convivialité en plus. Mais ça ne plaisait pas à mes pairs et à mes supérieurs. Ah oui, alors là, ça a commencé un peu à te travailler. Oui, ça me travaillait, parce que comme je suis sensible, et que je ne cache pas ma sensibilité, je suis comme ça, je fais partie on parle maintenant des empathes, il y a 20% de la population qui est empathe. Mais à l'époque, on ne mettait pas des mots comme ça. J'étais très frustrée et assez malheureuse. Donc en 2007, j'étais en burn-out. Là aussi, on ne mettait pas ces mots-là. Mais je me suis dit, il y a quelque chose à faire. En plus, j'avais 2 pathologies, dont l'une, c'était des angines à répétition. Et je vais voir une psychosomaticienne. En même temps, je fais un bilan de compétences qui me mène vers des capacités à être psy ou actrice des ressources humaines, un talent pour écouter. Et je dis, je n'irai pas en première année de fac, je vais aller plutôt faire un Master 2 en ressources humaines. Pendant 2 ans et demi, tout en continuant à manager, à élever mes enfants, en ayant une vie assez remplie. C'est que la théorie de Parkinson, je ne sais pas si tu la connais, qui n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson, dit que c'est souvent le parangon absolu de la gestion de planning complexe. Ce sont les jeunes femmes comme toi qui ont des cours, vont à la fac, ont un métier, des enfants, un mari, etc. Et qui justement ont les meilleurs résultats parce que plus on a de choses à faire entrer dans un planning complexe et plus on développe des capacités étonnantes d'organisation. D'accord. Ça s'appelle la théorie de Parkinson. Merci pour... Tu en es donc l'illustration. Bravo. Oui, tout à fait. Et donc, 6 mois après la fin de mon Master 2, licenciement économique dû à la fusion des OPCA. Donc là, on est au 31 décembre 2011.
Et moi, je me suis réinventée en 2007 parce que mon flair me le disait. Et sur 80 personnes, je suis la seule à avoir fait ce Master 2 avant le licenciement. Ce qui fait que quand on a eu le plan social, j'avais 2 ans devant moi, une enveloppe. J'entendais parler du coaching depuis 6 mois et ça me titillait très fort. Donc j'ai fait tout de suite un benchmark des écoles de coaching, des principales. Et j'ai choisi HEC parce que des personnes que j'avais interviewées, je ressentais beaucoup d'enthousiasme et de passion des personnes qui avaient fait cette école-là. Mais ça, c'était mes critères à moi. T'aurais pas été dans la même promo que Christophe Bourgois-Constantini à tout hasard? Parce que je l'ai interviewé ici, lui aussi, il a fait l'école de coaching d'HEC. D'accord. Mais il y a beaucoup de promos. On est 1500 maintenant et il y a 10 promos par an entre le coaching individuel et relationnel. Rien qu'à HEC ? Oui. Coaching d'équipe et coaching d'organisation. Donc je rentre dans cette école de coaching en 2012. En même temps, je choisis de faire le cursus de PNL, programmation neurolinguistique, qui est un outil de communication très fort, notamment en transformation de croyances limitantes en croyances aidantes. Donc moi, ça m'a énormément aidé de transformer mes croyances pour arriver à m'exprimer. Donc c'est grâce à la PNL que j'ai commencé à rentrer dans une pièce la tête haute, et non pas en regardant par terre et en me sentant toute petite en fait. Oui, parce que tu avais gardé cette pusillanimité pendant des décennies finalement. Oui, très fortement. Parce que là, moi, en tout cas, je peux le dire pour nos amis internautes, quand elle est rentrée dans le bureau, c'est moi qui étais intimidé. Hein. J'aurais été incapable de dire que c'est elle qui a un parcours introverti. D'ailleurs, introverti, c'est le bon mot, ça? Non, je suis en MBTI, je suis à la limite entre introverti et extraverti, mais à tendance extravertie. Alors en MBTI, oui, qui est un profil de personnalité. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, en me formant au coaching à la PNL, ça a été 1 an de grande transformation. En même temps, je continuais la thérapie. Et ça, c'est fortement recommandé quand on se forme, au moins pendant la formation au coaching, parce que ça remue beaucoup. Mais donc, d'ailleurs, les coachs, comme les psys, sont constamment en thérapie. Oui. Alors, constamment, il peut y avoir des période. Il y a un suivi à minima. Il y a un suivi obligatoire en supervision surtout. Voilà. Donc moi, je suis supervisée au niveau individuel et avec un groupe aussi. J'ai 2 lieux de supervision. Ouais, mais sachant qu'en plus, tu es devenu toi-même superviseur de coach. Oui, cette année. Mais j'ai peut-être fait un grand saut trop rapide là. Okay. Voilà. Dans ton parcours. Alors à HEC, c'est l'école où je suis devenue moi, grâce à Christine Castan, qui était une des personnes qui m'encadrait tout au long du cursus. Ouais. Et son slogan, c'est « Oser devenir soi ». Oui. Et lors de l'examen blanc, en fait, elle m'a posé une question qui était inventée et dont j'avais rêvé la nuit précédente, parce que j'avais tiré une question que j'avais travaillée. On avait 25 questions à travailler. Et je n'arrivais pas à répondre, et c'était justement le cœur de mon sujet, enfin ma spécialité maintenant, ce qui est l'intuition. Donc il y avait une partie sur la raison et une autre sur l'intuition, et j'arrivais pas à faire le pont entre les deux. Donc elle m'a dit « De quoi tu veux me parler en coaching ?» Je dis « De l'intuition, bien sûr. » Parce que pendant ce cursus, en fait, les gens de ma promo et les intervenants me disaient que je parlais peu, mais quand je parlais, c'était juste éclairant et approprié, et que mon intuition était un cadeau. Et alors là, je dis, mais de quoi il me parle en fait? Donc je suis allée bouquiner, puis il se trouve que Michel Giffard, qui est le directeur de l'école, est un spécialiste aussi de l'intuition. Et donc on a échangé, j'ai bouquiné, j'ai compris une partie de mon fonctionnement grâce à ces lectures, et je me suis passionnée par le sujet, et j'en ai fait mon expertise tout de suite. Alors c'est le moment où, là, tu es obligé de nous aider à appréhender ce concept d'intuition. Oui. Alors l'intuition, c'est quelque chose qu'on sait, mais on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. C'est une forme d'intelligence qui commet un excès de vitesse. Parce que tout d'un coup, d'un seul, comme une fulgurance, on a une information, et cette information est juste. En coaching, ça sert dans des reformulations, des questions, par exemple, ou sous forme d'hypothèse, ça sert à donner un éclairage à la personne que nous accompagnons. Donc c'est un outil, c'est une capacité innée, qui est fondamentale et qui mène après vers des réalisations concrètes. Tu vois, moi, j'ai un vrai problème avec les recruteurs de manière générale, mais je veux dire en tant que, d'un point de vue statistique, en tant que population. C'est-à-dire, je suis convaincu qu'il y a de fabuleux recruteurs qui sont habités littéralement par le job et qui font des merveilles. Oui. Mais de façon générale, si tu veux, l'idée même de recruter des gens dans une entreprise
me semble un processus encore très imparfait qui est, je dirais comme ça spontanément, la préhistoire de ce que c'est supposé devenir un jour. Pourquoi ? Parce que le meilleur des recruteurs, c'est pas celui qui va cocher des petites cases pour nous cataloguer, donc justement ce qu'on appelle un catalogue ou un référentiel de compétences. C'est quelqu'un qui idéalement devrait intuitionner la puissance énergétique et de raisonnement et l'humanité de la personne qui est en face de lui, en face de soi, en face d'elle ou lui. Et tu vois, moi, il y a cette phrase de Nietzsche qui me revient à l'esprit, qui est comprendre, c'est égaler. C'est horrible aussi ce que je veux dire, c'est que très souvent, pour recruter des gens dans un certain poste, pour comprendre et appréhender spontanément leurs capacités, il faut à minima avoir les mêmes. On ne peut capter que ce que l'on porte en soi. Bon. Alors c'est là qu'intervient l'intuition. J'aimerais beaucoup que l'intuition, ça soit quelque chose que l'on puisse développer, notamment dans les premiers workflows d'intégration de collaborateurs, etc. Parce que j'ai l'impression que par manque d'intuition, les organisations qui veulent tout objectiver et tout faire rentrer dans des processus ISO 9000, etc. Bon, et des normes et des standards pour être... ça part d'une bonne intuition, et ça part d'une très bonne intention, et même, j'ai envie de dire, paradoxalement, d'une très bonne intuition, c'est qu'il faudrait qu'on puisse tous travailler sur les mêmes bases, mais malgré tout, à force d'objectiver, on tombe dans une sorte de piège de l'esprit. C'est-à-dire que on se désolidarise en quelque sorte de cette force qu'on porte en soi, quoi, qui est la capacité à prendre des décisions qu'on ne peut pas expliquer finalement. Alors on ne peut pas l'expliquer sur le moment, toujours. Enfin, parfois oui, mais parfois non. Et il faut accepter que l'intuition, elle est la maîtresse du temps. Déjà, elle émerge quand c'est le moment. Ouais. Donc c'est une prise de conscience de quelque chose. Et après, pour la prouver... c'est pour ça qu'on est obligé de créer derrière des processus pour que ça soit traduisible en quelque sorte à l'échelle d'une organisation, quelle qu'elle soit. Mais alors comment t'y prends-tu pour promouvoir l'intuition et pour qu'elle pèse dans les décisions, pour qu'elle favorise une plus grande fluidité dans ses processus et dans ses collaborations? Alors dans mes accompagnements et mes formations, parce que j'ai maintenant 5 jours de formation sur le sujet depuis 3 ans, donc j'ai créé en premier 2 premières journées et mes stagiaires me disaient « on veut la suite ». Donc du coup après j'ai continué à élaborer. Sur la première journée déjà c'est de la prise de conscience à travers 2 exercices qui dure plus de 2 heures. Je prends jusqu'à 8 personnes en formation. Et c'est à travers ces 2 exercices qu'ils vont apprendre à se connaître. Et après, je vais apporter de la théorie. Donc, il y a du brainstorming, bien sûr, mais je donne une définition synthétique de l'intuition, qui est la capacité de capter une information brute, directe, immédiate et non raisonnée. Et ensuite, on voit ce que l'intuition n'est pas. Par exemple, ce n'est pas une illusion, un fantasme, un produit de l'imagination, c'est pas un désir ou une peur. C'est une information, une fulgurance qui nous arrive. Elle est pleine de caractéristiques aussi. Le fait qu'elle soit directe, brute et qu'elle soit positive permet de faire le tri entre ce qu'est une intuition vraiment et ce qui est autre chose qu'une intuition. Donc, je passe par notre hémisphère gauche qui a besoin de comprendre, parce que moi aussi je suis passée par là, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est en fait ? L'hémisphère gauche c'est le raisonnement séquentiel. C'est le raisonnement, exactement, pour essayer d'expliquer quelque chose qui est compliqué à expliquer et à la fois qui est tellement qui est par définition l'inexplicable. Voilà, et tout le monde en parle sans savoir trop ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas, comment ça fonctionne, comment ça se manifeste. Et puis il y a un processus intuitif qui s'inscrit aussi dans un processus d'analyse. Donc tout est lié. Et mon cœur de message, c'est fait un pont entre l'intuition et la raison. L'une donne les idées, des informations, et l'autre va matérialiser cette information par quelque chose de concret. Tu sais qu'un jour, je me suis demandé ce qu'était le talent. Et comme j'étais déjà actif sur le web, à faire des vidéos comme ça et tout, j'ai fait des plateaux et des interviews avec des patrons et je leur ai dit, c'est quoi le talent pour vous ? Et ce qui est incroyable, c'est que de manière quasi systématique, aucun n'a tenté de le faire entrer dans une définition objective. Tous ont dit ça relève de l'intuition et une expression qui est revenue de manière récurrente, c'est alors du point de vue des patrons qui recrutent, c'est-à-dire qu'après avoir peut-être essayé tout un tas de méthodes, ils en arrivent à la conclusion que le talent, c'est ce truc qui pétille dans le regard.
Donc c'est bien que ce soit les patrons qui disent ça, mais enfin t'imagines un chargé de recrutement ou quelqu'un qui construit une équipe dire ça à son N+1, il y a quelque chose qui pétille dans le regard. Oui, peut-être qu'ils se le disent, mais ils sont obligés d'apporter des preuves derrière, plus matérielles et plus tangibles. Ça, c'est le problème. Là qu'on rentre, on rentre dans les stéréotypes, hein, les diplômes obtenus, etc., etc. Alors moi, je suis ravi de te recevoir parce que je veux laisser les gens comme toi parler d'intuition, évangéliser autour de l'intuition. Alors le piège de l'intuition aussi, c'est qu'évidemment, quiconque s'en réclame peut évidemment faire la même chose qu'il y a 5000 ans, dans l'Antiquité, les sophistes, qui par quelques effets de prestidigitation langagier, d'effets de manche, pouvaient nous convaincre qu'ils mettaient devant nous la bonne conclusion sans que le raisonnement soit très solide, en gros, voilà, bon. Alors c'est vrai que, voilà, il faut séparer le bon grain de livret, les bons tenants de l'intuition, les bons évangélistes du sujet, mais alors, justement... j'ai envie de te poser cette question toute bête. Quel est le conseil que tu pourrais donner à quiconque s'intéresse au sujet, recherche du coaching pour ses équipes et aimerait justement que l'on renoue avec l'intuition au sens large, pour gagner en puissance, en finesse Alors pour gagner en finesse, en puissance, il faut l'exercer. Et il y a des exercices pour exercer son intuition. Ouais. Donc déjà, c'est faire des exercices de centrage et d'écoute de soi. Donc tu dirais que dans toutes les entreprises, il faudrait déjà commencer par faire ça pour développer une culture de l'intuition. Dans toutes les entreprises, tu penses qu'il faudrait développer une culture de l'intuition. C'est un peu ça que tu nous dis. Oui, enfin en tout cas, en avoir conscience et l'utiliser au quotidien, parce qu'elle se manifeste pour des petites, des moyennes ou des grandes choses. Il y a des très grandes intuitions, on les connaît via les scientifiques. Le fameux Eureka, j'ai trouvé la formule de ma vie. Et en même temps, je connais un astrophysicien que j'ai rencontré l'année dernière, qui s'appelle Nassim Haramein. Il m'a dit, j'ai une équipe d'ingénieurs et j'ai toujours du mal à les convaincre de mes intuitions. Je leur dis, voilà, il faut fabriquer tel objet, et eux, ils disent, c'est impossible. Je dis, mais moi, je sais que c'est possible. Donc il essaie de leur démontrer qu'il leur a déjà... Enfin, il prouve qu'une de ses intuitions s'est déjà réalisée, donc on va coélaborer ensemble pour arriver à fabriquer le produit. Et ça finit par marcher. J'ai aussi un ami qui fait des bijoux, il rêve de ces bijoux. Et dès qu'il se réveille, il les dessine parce que dans les rêves aussi se cachent des idées qui viennent par intuition. Et dès qu'on se réveille, ces idées partent par paquet. Donc il faut avoir quelque chose de quoi noter. Quelque chose à noter à côté de soi, tout de suite, avant de se lever. Et c'est parce qu'on est dans un état qui s'appelle l'état alpha, c'est l'état entre le sommeil et l'éveil, qui est un état modifié de conscience et qui permet de faire émerger des idées comme ça nouvelles. Et en formation, je mets les personnes en relaxation, visualisation. On élabore aussi beaucoup autour de l'intention, parce que pour développer son intuition, il faut aussi en avoir envie et donc poser des intentions pour faire venir des informations. Donc en fait, c'est la solliciter, c'est jouer avec. Alors d'ailleurs, j'allais justement dire, quand tu as parlé du sommeil et de ce qui émerge dans le rêve, c'est presque une preuve incontestable, enfin factuelle, des barrières que l'on se met au quotidien, puisque les barrières subconscientes, du surmoi, etc., elles ont tendance évidemment à baisser dans le sommeil. Donc c'est-à-dire que même sur le plan de la créativité éveillée, on a des barrières qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'exprimer tout notre potentiel. C'est de cela aussi dont il est question. Voilà, donc les croyances, l'éducation, le formatage général fait que on est moins tourné vers soi et l'écoute de soi, parce qu'il faut être dans un moule et suivre quelque chose de formaté. Donc écouter son intuition, c'est gagner confiance en soi. Écouter sa voix intérieure, c'est découvrir ses talents aussi. Alors quels sont les liens que tu établis entre l'intuition et l'éthique? Mais enfin l'éthique au sens, on va dire, professionnel du terme, parce que bon, tout le monde se réclame de l'éthique et confond la petite morale avec l'éthique. Moi je parle d'une éthique plus comme une aspiration déontologique, c'est-à-dire l'éthique professionnelle. Une manière en quelque sorte de clarifier le propos de ce que l'on fait, de ne pas utiliser justement les effets de manche sophistiques pour faire passer des idées, mais établir des bases de fonctionnement durables, on va dire. Voilà. Et je sais pas, mais j'intuitionne justement un lien entre l'intuition et l'éthique. Je voudrais savoir ce que tu aurais à nous dire là-dessus.
Et si tu as notamment le ressenti que, ayant apporté cette culture, enfin ce mindset dans les entreprises que tu aides, les équipes que tu aides, tu ressens aussi que derrière, il y a une sorte d'apaisement ou en tout cas une aspiration justement morale, donc au sens de cette déontologie professionnelle qui peut peut-être mieux prospérer derrière. Alors, moi, pour l'avoir vécu, développer mon intuition, ça m'a permis d'être moi, tout simplement, et d'accepter tout ce que je suis et de le mettre au service des autres. Donc, ça fait... On gagne en authenticité. Ouais. Et si on gagne en authenticité et qu'on développe son talent et que les personnes sont à leur juste place dans l'entreprise, tout le monde est gagnant. Donc je ne sais pas si ça rejoint cette notion d'éthique. Alors je vais te dire pourquoi, parce que finalement, voilà pourquoi je pose aussi cette question. C'est que non seulement je m'intéresse beaucoup à la déontologie professionnelle comme aspiration qui, à mon sens, est inscrite dans le code génétique de 99,99% des gens, même les gens qui font des conneries. Je pense qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils aspirent à cet équilibre sain et durable dans les relations humaines, même si, voilà, de manière parfois pulsionnelle, on peut faire des bêtises. Moi le premier, tout le monde. On a d'ailleurs probablement tous fait des bêtises. Voilà, je dis ça pour pas me mettre au-dessus de qui que ce soit. Je veux dire par là que c'est une aspiration. Et donc, voilà pourquoi je te dis ça. Parce que les principales sources de souffrance qu'il y a dans l'entreprise sont souvent liées à des critères objectifs, la surcharge de travail, ou quand tel patron demande à tel commercial de faire des ventes forcées, ça crée du mal-être, etc. Mais de façon générale, c'est quand on passe à côté du sujet de ce que les pros, donc tu vas connaître ça mieux que moi, appellent la congruence. C'est-à-dire cette conviction intime qu'il y a un équilibre entre qui je suis, donc mes aspirations, mon système de valeurs, ce que j'offre à l'entreprise. Ce que je dis et ce que je fais. Voilà, et aussi la manière dont je suis donc reconnu, congruence, donc cette convergence totale de plusieurs paramètres, et ce qui prend évidemment en compte non pas la sensation que je sois bien payé en soi, mais je suis payé à ma juste valeur en tant que professionnel de tel secteur. Et donc pourquoi je dis ça ? Parce que les gens ont parfois besoin de 10 ans ou de toute une vie pour voir monter à la surface du conscient cette congruence. C'est-à-dire que c'est souvent quelque chose qu'ils réfrènent et qu'ils gardent au fond d'eux-mêmes qui a tendance à pourrir et à devenir une source de ce qu'on appelle un abcès, voilà, par définition. Voilà. Donc voilà pourquoi je parle ça m'intéresserait en fait d'entendre quelqu'un comme toi qui a l'expérience du terrain parler des liens qu'il y a entre l'intuition et puis toutes ces prises de conscience qui finalement nous mettent sur le sujet, dans l'espace de pensée, de la congruence qui implique forcément système de valeurs, éthique, etc. Tu vois, un exemple typique dans le cadre de notre association pour la transformation de la vente, j'ai proposé qu'on développe une sorte de serment d'Hippocrate du vendeur, comme il en existe donc pour les médecins, ce serait le serment de Mercure, Mercure, dieu de la vente, bon. Et puis, il y a quelques personnes qui m'ont un peu rionné en disant, de toute façon, le but d'un vendeur, c'est de faire ses objectifs, il est monitoré sur les objectifs et ses objectifs, et on va être, je simplifie, mais on va être un peu bisounours si on commence à mélanger de l'éthique avec de la vente. Bon. Eh bien, chose très surprenante, on a fait un petit questionnaire pour savoir qui étaient les membres de l'association et les simples visiteurs qui passant sur le site, nous donneraient les raisons d'être de leur possible implication, et là, j'ai vu exploser dans les résultats, tu vois, c'est un formulaire libre, et la quantité de textes écrite sur le sujet de l'éthique et beaucoup donc notamment de vendeurs, de développeurs business, même de très haut niveau dans les entreprises, en B2B, quelles que soient les sphères, tu vois, qui disent j'ai un problème éthique. Et je voudrais pouvoir opposer aux tiers et à mes propres patrons ma conscience. Oui, mais là on rejoint l'énormité du truc. On rejoint le système des valeurs, en fait. Voilà, et ça, souvent, c'est enfoui au fond de soi. Mais comme je veux dire, moi le premier, tout le monde, on arrive sur le marché du travail, on accepte d'être un petit peu malléable, on est flexible parce que on veut juste trouver sa place dans le monde, et on n'arrive pas à la surcharger d'exigences. Mais ces exigences, avec le temps, elles émergent. Et je suis convaincu qu'elles émergent sur la base d'intuition. C'est pas un parcours cérébral hyper conscient, d'introspection, tu vois ce que je veux dire, objective, etc. C'est un truc qui nous perturbe, et je vois bien ça chez les pros qui m'entourent. Ils sont comme ça doucement perturbés. Ils ont du mal à l'exprimer, et donc j'ai vraiment senti ça quand on a parlé de déontologie de la vente, qui est donc le terrain sur lequel on imagine toujours les clichés de vendeurs malhonnêtes, d'accord. Et en France, en plus, on a un énorme problème qui ne sont pas les meilleurs vendeurs, d'ailleurs. Exactement, non mais c'est terrible. Exactement, c'est un vendeur authentique qui est
à l'écoute du besoin qui va être Mais bon exactement, vendeur. voilà. Et donc simplement, voilà, pour te tendre la perche, donc si tu peux développer là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose, maintenant ou plus tard, ou dans des commentaires, des échanges qu'on aura avec la communauté, mais je trouve qu'il y a un très gros sujet, qui est celui de l'arrivée d'une prise de conscience déontologique, mais par une intuition, et rarement par une injonction qui est parfaitement formulée, verbalisée par des gens extérieurs. On lit tous plein de posts sur LinkedIn sur la morale, l'éthique, etc. On dit oui, on clique sur like. Par contre, ce qu'on vit nous au quotidien et se sentir outillé émotionnellement, intellectuellement, pour pouvoir exprimé ses exigences, bah, c'est un je ne sais quoi. C'est un je ne sais quoi qui est là, qui se trame en toile de fond, et qu'on a du mal à renvoyer quoi, en résistance à nos managers, aux gens qui sont au-dessus de nous. Voilà. Et donc, quand tu mets le doigt sur ce sujet de l'intuition, est-ce que tu assistes à l'émergence d'une rébellion, quoi, c'est-à-dire d'une envie de, tu vois, oser être soi. En plus, tu dis ça tout à l'heure. Puis oser être soi, c'est un moment où on dit non, on dit fuck, où on existe par soi-même, on prend le risque aussi d'être en dissidence. Tout à fait. Donc ça peut... Donc tu es un peu une empêcheuse de tourner en rond, toi, quand tu débarques dans les entreprises. Oui et non, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'ajustement, en fait, et de gagner confiance en elles, et ça peut suffire pour qu'elles puissent continuer dans l'entreprise. Après, si on détecte un conflit de valeurs, là, elle aura un choix à faire, effectivement. Et tu dois assister à cette émergence, toi? Oui, ça arrive, mais c'est pas toujours systématique. Oui, d'accord. Bon. Il y a des personnes qui ont juste besoin de savoir s'exprimer, d'être assertif en fait, de dire les choses et non pas de les réfréner en se respectant, en respectant l'autre. Donc ils apprennent à mieux communiquer, à faire passer leur message alors qu'avant ils n'osaient pas. Voilà, ça sert à ça. Et il y a un vocabulaire aussi intuitif qui passe par le ressenti. Donc dès lors que tu exprimes quelque chose que tu ressens, dont tu as l'impression que tu fais passer quelque chose qui vient au plus profond de toi. Ce n'est pas une injonction. L'injonction, c'est il faut, je dois. Ça, c'est de l'ordre du mental, du formatage. Et c'est totalement hétérogène, quoi. C'est pas là qu'on développe son autonomie. Non, tout à fait. L'intuition comme levier aussi d'autonomisation. Ah oui, complètement. Des gens. Oui. Qu'est-ce qu'on découvre de plus fort quand on accepte d'écouter son intuition? Qu'est-ce qu'on découvre de plus fort? On se découvre soi-même. Ouais. Et on gagne en intégrité. Ah, tu vois, tu viens, intégrité, éthique, déontologie, tu viens naturellement. On y vient, oui. T'as pas l'impression finalement, les gens qui développent le moins leur intuition sont ceux qu'on peut le plus facilement manipuler au final? Exactement. Parce qu'ils s'écoutent moins, ils se respectent moins, ils s'enferment eux-mêmes dans une chape de plomb. Ils ne savent pas. Moi, je suis passée par là. Je savais pas qui j'étais. J'avançais dans la vie sans connaître le sens de ce que j'avais à offrir aux autres. Donc, je faisais des choses, mais je le faisais sans les comprendre vraiment. Ouais. Et jusqu'au jour où je me suis pas sentie bien et j'ai cherché à... J'ai fait de l'introspection. J'ai cherché à me comprendre. Ça a mis un certain temps. Et ça continue d'ailleurs. Après, une fois qu'on a commencé, nous sommes des êtres en évolution. Donc, c'est passionnant aussi. Et je suis maintenant bien dans ma peau et épanouie grâce à tout ce travail-là, parce que je me suis trouvée, moi, et acceptée aussi. Donc maintenant, tu le propages vers les autres? Je le transmets. Tu le transmets. Oui, c'est ça qui me motive. Le mot est important. Transmettre plus que propager. Pourquoi? Exactement. Mon moteur, c'est transmettre. Parce que tu vois, il y a 2 ans et demi à peu près, je vais toujours à beaucoup de conférences. Et en rencontrant plein de gens, il y en a un qui me disait « Mais tu donnes des conférences, toi, sur l'intuition ?» Alors je dis « Non. T'as écrit un livre sur l'intuition ?» Non. Bon, plusieurs personnes sont venues là, dans un temps assez court. Et quand il y a des répétitions d'informations comme ça, ton intuition, elle te dit « Ah, là, il y a quelque chose à creuser. » Et donc, j'ai commencé à donner des conférences et à transmettre ce message-là parce que c'était une demande et qu'en même temps, l'intuition me pousse. Donc, elle me pousse aussi à oser parler comme aujourd'hui. Et donc, du coup... Sous 15 000 kilowatts de lumière. Oui, il fait très chaud. Ça me fait du bien parce que je sors de ma zone de confort. Et comme disait Bouddha, rien n'est permanent sauf le changement. Et effectivement, la vie est faite de cycles et de transformations. Et donc, moi, j'aime bien tous ces mots-là, transformation, transmission. Donc, je transmets ce que j'ai moi-même intégré, compris, ce qui m'a aidé. Et donc, je le transmets
avec qui je suis. Donc, à ce moment-là, on est dans mon univers, en fait. J'arrive avec mon univers et j'embarque les gens dans mon univers pour qu'ils découvrent un nouveau champ des possibles. Et quand j'ai des ingénieurs qui viennent en formation de manière très sceptique, qui à la fin du premier jour se demandent s'ils vont venir au deuxième et à la fois ils sont tout chamboulés, ils viennent au deuxième jour et après c'est une ouverture incroyable. Ils disent, mais avant j'étais dans un cadre, maintenant je vois qu'il y a autre chose aussi autour du cadre. Donc ça pour moi c'est une grande richesse, ça me nourrit en fait à l'intérieur de voir les gens s'ouvrir à autre chose. Oui. Alors, à quelque chose qu'ils ne soupçonnaient même pas. C'est la transition idéale pour parler de ton action à l'échelle donc, des organisations. Tu rentres parfois dans les organisations pour auditer en quelque sorte le climat relationnel. Oui, Peux-tu expliquer ça? C'est quelque chose qui m'est venu... moi, déjà, j'aime employer un vocabulaire qui va vers quelque chose de positif. Et je me suis dit, tiens, j'ai eu l'opportunité d'aller faire des audits, enfin un premier audit, et j'ai dit, je vais venir auditer le climat relationnel de votre organisation. Alors ça commence par où ça commence Qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'un audit? C'est un service qui dysfonctionne, qui ne va pas bien, et on a déjà des éléments de dysfonctionnement, et moi je vais élaborer un questionnaire avec le porteur de projet. Je vais lui proposer, on va faire des améliorations, etc. Et après, je vais auditer les personnes, et c'est un audit confidentiel, et je vais faire une synthèse consolidée des éléments qui me seront apportés pour après faire des préconisations en termes d'organisation, de communication, de management, et apporter des correctifs après, si besoin, des besoins après d'accompagnement, on est bien de d'accord formation, que ceux qui etc. font appel à toi savent que tu es une spécialiste de l'intuition. Oui. Donc ils vont attendre aussi que tu dises les choses sans filtre. Oui. Jusqu'où peut-on aller trop loin dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu as pu dire sans nommer de clients, en gardant évidemment tout le respect de la confidentialité? Est-ce que tu peux nous donner un exemple de moment où tu as été un peu provocatrice pour vraiment oser dire des choses qui font mal? Alors en général, ça confirme des informations qui sont déjà là. Oui. Je vais plus loin dans la mise à jour du poteau rose, on va dire, et je peux préconiser des changements de poste, voire des sanctions disciplinaires, c'est déjà arrivé. Ah oui. Mais c'est pas que ça. Ça t'arrive toi d'être le bad cop, t'as pas l'air comme ça. C'est déjà arrivé, mais bon, c'est parce que vraiment ce sont des situations extrêmes, et souvent on arrive dans des situations où c'est plus que tendu. Oui. Et quel est le principal problème généralement rencontré? Parce qu'évidemment, c'est managérial. Oui. Et c'est souvent managérial au niveau hiérarchiquement à un niveau assez haut. D'accord. Et quels sont les principaux déficits? Reconnaissance des autres quoi? Lucidité sur la situation? C'est quoi? Est-ce que tu peux c'est un management qui est trop classique et qui n'est pas assez moderne, pas assez ouvert vers l'humain et les besoins de l'humain et le dialogue en fait. Et alors comment on s'y prend une fois qu'on a fait le diagnostic pour arriver à insuffler un meilleur état d'esprit? Ça prend quoi? Déjà j'imagine, c'est long ou pas? Ou alors est-ce que tu es comme Tony Robbins à penser que... Tu sais, lui il dit, c'est un grand coach, il dit on peut créer des prises de conscience en 30 secondes. Tu crois ça? Oui. Ah, d'accord, voilà, parce que c'est le moment où on va... ça va très vite. On va faire ce que les anglo-saxons appellent le wow effect, c'est-à-dire on a justement une intuition, pour le coup une fulgurance, et waouh, on réalise. T'es comme ça, tu fais ces thérapies de choc pour amener les gens à réaliser des choses? Oui. D'accord. Mais parfois, quand j'interagis, je ne me rends pas compte que ce que je vais dire va... brusquer ou en tout cas éveiller, va créer quelque chose, un électrochoc. Mais je le vois à la réaction évidemment de la personne, elle me dit voilà, ça je voyais pas les choses comme ça, effectivement vous avez mis le doigt sur, ou alors je vais donner le mot que la personne n'arrive pas à faire sortir, il est là mais il sort pas. Donc je vais l'exprimer et elle me dit oui, c'est tout à fait ça. Mais tu sais, tu m'évoques autre chose finalement qui est dans le droit fil, j'ai envie de dire logique et inéluctable de l'intuition, qui est l'impertinence.
On est impertinent parce qu'on a justement des fulgurances dans l'instant. Enfin, l'impertinence, évidemment, c'est une image un petit peu préétablie, là, c'est un peu un préjugé tant pis, j'assume, mais l'impertinent, c'est un peu l'image qu'on en a, donc d'Épinal, c'est le fou du roi, celui qui réagit au quart de tour. Enfin, c'est Laurent Baffy sur un plateau, tu vois, qui réagit au quart. On se demande même comment il fait pour réagir aussi vite, mais on voit bien que c'est un muscle qui est là. Bon. Et donc, finalement, un bon coach dans ton domaine et qui utilise l'intuition, c'est finalement quelqu'un de très impertinent. Oui, tout en étant pertinent. Oui, alors voilà. Non, mais alors ça, j'adore le concept de l'impertinence parce que l'impertinence ultime, quoi, dans son acmé, rejoint forcément la notion de pertinence. C'est très intéressant comme concept. Tout à fait. Bon. Oui, okay, c'est un agitateur. C'est quelqu'un qui fait bouger les lignes. Et oui. Et qui tout ça pour quelque chose de plus performant, de plus adéquat à une situation, en fait. Oui, on ne perd pas de vue quand même que le but, c'est de remettre de la fluidité. Oui. Parce que, alors, et de l'harmonie. Voilà, alors il y a quand même un risque aussi finalement, c'est-à-dire que quand on électrocute les gens comme ça, et qu'on les confronte à certaines réalités... On peut le faire avec beaucoup de douceur. Voilà, on peut le faire avec beaucoup de douceur, parce que moi j'ai toujours cette image, tu sais, quel était le nom du super flic qui était après Jean Valjean dans Les Misérables, là. Oui. Il y a cette scène terrible où il réalise que Jean Valjean est un mec bien, et il marche tout droit dans la scène, il va se noyer, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il est confronté au miroir de son âme, et il réalise que c'était lui, le sale type. Et Victor Hugo, peut-être par comment dire, facilité dramaturgie grandiloquente, le fait se suicider, quoi. Mais donc c'est l'image qui me vient à l'esprit, c'est que parfois quand tu confrontes les gens quand même à ce qui vraiment ne tourne pas rond, je veux dire, tu vois, typiquement, si tu arrives à tendre un miroir à un pur pervers narcissique harceleur, le jour où il se voit en face, à minima, il explose en sanglots. Ou alors, je sens déjà que je vais me faire engueuler dans les commentaires sous la vidéo par des gens qui vont dire ceux-là ne réagissent jamais qui y sont, quoi. Mais bon, je veux dire, est-ce que toi c'est arrivé ce cas-là, hein. Voilà, non, mais t'as pas eu des cas quand même, en tout cas révélateurs de l'électrochoc et de la dureté de l'électrochoc où les, je veux dire. Alors c'est toujours bénéfique. Comment on s'y prend pour que les gens le reçoivent bien et ils aient envie de progresser sans qu'ils le prennent comme une claque? Comme je te disais, moi je le fais avec douceur. Ouais. La douceur comme un rempart, quelque chose qui protège en même temps, mais qui permet à l'autre d'aller vers quelque chose qui va être bénéfique pour lui. Toujours. Ça me dérange. Non, mais là, c'est simplement pour le plaisir de te contredire. Mais tu vois, j'ai une intuition étrange, quoi. C'est que je pense que la douceur est nécessaire. D'ailleurs, je me suis fait engueuler récemment parce que j'ai fait récemment, non, il y a 1 an, mais la vidéo est remontée il y a quelques jours. J'avais mis une vidéo sur le thème, inspiré par Idriss Aberkan, qui, je trouve, quoi qu'on puisse dire de lui, il y a plein de gens qui le supportent pas. Je comprends d'ailleurs pas vraiment pourquoi, mais bon, parce qu'il y a tout un tas d'inexactitudes dans ce qu'il dit, mais c'est malgré tout donc un très bon vulgarisateur. Il fait un travail de vulgarisation qui est nécessaire. Donc on peut l'insulter, il est quand même utile. Et donc, dans son travail de vulgarisation, à un moment donné, il explique, pour nous faire comprendre comment fonctionne le cerveau humain, il dit parfois il faut faire un petit électrochoc, et il donne l'exemple du général Patton, qui utilisait le juron pédagogique. Voilà, le juron pédagogique. Bon. Donc moi j'en parle, et je fais notamment référence à Bob Sutton, Robert Sutton, qui est un fantastique professeur à Stanford, hyper urticant, quoi. C'est un gros empêcheur de tourner en rond, il est un peu drôle et tout, et lui il a écrit un bouquin, le titre en français c'est Objectif zéro sale con. Et en fait il va jusqu'à formaliser pour choquer, donc pour remuer un peu les cocotiers de ses interlocuteurs, c'est aussi un consultant et les rendre intelligents, alors aussi voilà, et il volontairement il va leur proposer d'utiliser un concept comme ça, préhensile, qui va les choquer, qui va les arriver. Il dit c'est le concept du sale con. Et donc je voulais simplement montrer dans mon post qu'il y avait une espèce de convergence entre Général Patton qui tentant pour réveiller ses troupes va utiliser un petit juron mais sympathique, quoi, pour leur donner un petit coup de les amener vers une prise de conscience. Bon, et par ailleurs donc Bob Sutton qui dit il y a dans les organisations des sales cons. Alors évidemment, il est capable d'autodérision, il dit qu'on est toujours le sale con de quelqu'un d'autre, mais il en fait un concept préhensile, notamment dans lequel, qu'il utilise notamment pour nous parler de la résistance au changement. C'est-à-dire que le sale con, c'est celui qui dit en permanence non, qui est le gatekeeper, il a les clés, et il veut pas laisser passer les gens, tout ça, parce que c'est une manière de se rehausser dans le cadre de l'organisation. Bon, et bien voilà, pourquoi je te dis ça? Parce que tu me parles de douceur, et moi j'ai l'impression que parfois, pour être entendu, faut être un peu brutal. Alors moi c'est pas mon style, donc je vais pas m'exprimer dans quelque chose qui n'est pas moi. Mais malgré tout,
Mais malgré tout, est-ce que parfois t'as pas envie de donner un petit électrochoc? Non, ça y est, je me fais engueuler, tout le monde va croire que je veux absolument t'emmener Non, parce qu'en sur fait, ce terrain-là. Tu comprends que c'est une discussion oui, purement intellectuelle. Je dis pas- Moi-même, oui, ma mère me dit toujours rien n'est plus fort que la douceur. Et je sais que très souvent, il faut faire passer des messages difficiles en douceur. Mais parfois aussi, on n'est pas entendu. avec Et beaucoup si de on n'oppose pas un subtilité. peu de force, et un peu, si on secoue pas un peu les cocotiers, les gens aussi restent tranquillement, reçoivent cette douceur comme une récompense. Tu vois ce que je veux dire? Ah Ils bah veulent non, pas parce sortir. elle est confrontante. Ah, donc elle a quand même Ah bah une oui, petite, il y a un elle petit fait bouger. électrochoc planqué dans la douceur. Ouais. C'est une D'accord. manière de... C'est une capacité, si tu veux, de faire passer 2 fois plus de messages Ouais, avec subtilité. ouais. J'amène les choses de telle manière à ce que la personne ne va pas... Non, va pas s'effondrer. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'aidant. Donc, Bon, je tu vais pas... acceptes le concept, est-ce que tu acceptes le Voilà. concept de Salcon de Bob Sutton? Est-ce que tu Oui, l'acceptes oui, juste oui. intellectuellement? Très Oui, bien. intellectuellement. Je vais te demander d'imaginer un scénario. Tu as un Salcon devant toi. Comment tu lui fais comprendre, avec douceur, Que c'est un que là, salon. ouais, et qu'il est le gate, ou en tout cas, allez, on va dire, pour le dire poliment, qu'il est Ouais. gatekeeper, et qu'il est un facteur de blocage, qui résiste au changement. J'en rencontre moi beaucoup dans des organisations où il y a carrément 15 personnes dans son sillage qui n'arrivent pas à s'approprier une problématique et pourtant un axe stratégique donné par la grande direction, et on a un bloqueur qui est pénible, qui est indispensable, hein, qui est quelqu'un d'indispensable, mais qui est en même temps très insécure et qui fait le gatekeeper. Eh oui. J'imagine que ça, c'est un cas typique de c'est une- dysfonctionnement. C'est une protection pour lui. Comment tu lui fais comprendre à cette personne qu'elle a le mauvais rôle? Alors en fait, je vais pas l'attaquer sur son identité, sur ce qu'il est, mais sur son comportement. Je vais C'est pas parce qu'il agit comme ça qu'il est comme ça dans le fond. Il agit comme ça parce qu'il a quelque chose à... C'est une protection. Donc tu vas pointer une forme d'insécurité? Oui. C'est ça, hein, Oui, je vais aller sur sa vulnérabilité. Et comme moi, je montre aussi la mienne dans ce que je suis, l'autre, ça donne l'autorisation à l'autre aussi de l'exprimer. Et ça, je vais pas le faire devant tout le monde. Je le ferai en face à face. Dans un cadre bienveillant et de sécurité pour lui. Eh ben ça me va. Ça te va? Bon, super. Donc c'est tout mon amour de Bob Sutton est en train de s'écrouler. Non, je plaisante. Non, mais voilà. Il y a toujours il y a toujours une raison à un comportement, il y a toujours une intention derrière un comportement. Oui, donc bien si sûr. tu comprends, moi je cherche toujours à comprendre l'autre, pourquoi il a agi comme ça, et quel a été son moteur d'action. Et quand tu vas trouver ça, tu arrives à faire émerger quelque chose et sans le violenter. Regarde Emmanuel, quand t'es arrivé là, on va faire une petite, on va faire comment dire, on va parler non, mais surtout on va parler du off avec pour nos amis internautes, parce que vous savez, quand je reçois quelqu'un, on prend un café et puis en fait on est dans un bâtiment avec d'autres entreprises et on vient juste de croiser le patron d'une entreprise. Et quand il a croisé Emmanuel, il était intéressé par Emmanuel. Ah, vous faites du coaching, tout ça. Hein. Et puis il nous a parlé, il y a 3-4 ans, d'un de ses collaborateurs à qui il a offert des heures de coaching. Mais quand même, l'élément déclencheur est très intéressant. Puisque, voilà, forcément, tu t'en rappelles, ça vient de nous arriver il y a une demi-heure. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, je l'ai pris dans mon bureau, il me répondait plus au téléphone, il y avait un gros problème de communication. Et je lui ai tout dit. Alors, le mot qu'il a employé, il a dit, je l'ai défoncé. Oui, mais tu vois, moi, je dis autre chose. Ouais, mais quand même. Ouais. Et là, il nous dit que le lendemain, le jeune vient le voir, il lui dit merci, j'avais besoin d'un électrochoc. Et là, après, il a pu rentrer dans un mode prise de douceur. conscience. Ouais, prise de conscience. Et après, on construit. Voilà. Alors évidemment, moi, à chaque fois, je dis ça, enfin, à chaque fois, ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois dans des posts et dans des interactions LinkedIn. Je parle de ces modes d'électrochoc. Il y a des trolls qui viennent derrière, qui me font jouer le rôle du sale type, qui dit qu'il faut passer un management en permanence par l'électrochoc, et y compris par l'insulte, ce qui est complètement ridicule, parce que je prétends être moi-même, en grande partie comme toi, dans la douceur, etc. Mais à mon âge, là, hein, ok, à mon âge très, très avant, enfin, j'ai largement dépassé 30 ans, à mon âge, j'ai aussi rencontré beaucoup de bloqueurs avec qui je ne sais plus comment faire. Et je te le dis sincèrement, Emmanuel, j'ai rencontré des gens qu'avec la meilleure volonté du monde, avec la plus grande douceur du monde, il a bien fallu à un moment donné que je houspille, que je bouscule, pas au point de les brutaliser, les traumatiser non plus, mais la douceur ne servait plus à rien. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais un peu, tu vois, c'est pas juste te confronter, parce que tu m'inspires aussi, c'est-à-dire que toi, quoi qu'il arrive, tu vas maintenir ton style et tu penses et tu as des résultats avec ça. Après, je suis dans un cadre professionnel. Oui, bien sûr. Ah oui, mais même dans un cadre très professionnel, on peut dire les choses comme elles sont. Hein. Tu sais, le militaire qui dit « Permission to speak, sir ?» Je peux parler? Ok, tu sais, c'est une image d'Épinal. Et moi, je fais ça.
je rentre parfois je suis dans une conversation très touchy, je dis, est-ce que là, vous me donnez la permission de vous dire les choses comme elles sont? Et Oui. là, je peux être un petit peu plus... Tu peux le dire aussi en faisant des hypothèses. Ah. Comme ça, tu n'imposes pas à l'autre, mais Ouais. tu le fais réfléchir. Voilà, tu crées une sorte de scénario fictif dans lequel chacun peut se reconnaître et se projeter, et là, tu fais passer des messages plus durs. Voilà. Mais est-ce que contexte professionnel égale langue de bois? Non, pas forcément, justement. Non. Toi, on te paye pour dire les choses et bousculer les gens. On me paye pour faire émerger. Oui, voilà. Bon. C'est pas, Ok. c'est l'autre qui va évoluer, grandir. Bon, alors on va arrêter maintenant sur le style de la méthode d'éveil et de provocation des émergences. Juste pour terminer, je voudrais qu'on parle un tout petit peu des organisations apprenantes, de ces entreprises qu'on dit entre guillemets libérées parfois ou agiles. Alors je sais pas, dans un cas comme dans l'autre, on exagère ou pas. Il y a des propos plus ou moins caricaturaux. Il y a des gens que ça énerve. Il y a des gens que je vois tweeter sur l'entreprise libérée avec ironie et voire agacement. Bon, peu importe. Mettons ça un peu de côté, mais prenons quand même en compte le fait que c'est quand même un sujet à la mode. Oui, à la mode, mais aussi un sujet de confrontation d'idées en ce moment, voire de discorde, parce que beaucoup de gens trouvent qu'il y a du bullshit là-dedans. Bon, je voudrais savoir ce qu'une personne qui s'intéresse à l'humain comme toi pense des potentialités offertes par ce concept d'entreprise libérée. Si toi tu y crois et si tu penses que justement, par les concepts que tu proposes, on peut tendre à une entreprise dans laquelle il y ait moins de hiérarchie, dans laquelle il y ait plus de responsabilité, plus, alors prononçons le mot qui là prend une dimension économique d'autonomie. Exactement. Voilà. Alors, quel est ton rapport à ça? Et là, on ne s'est pas préparé du tout, donc roue libre. Alors moi, par expérience, je pense qu'il faut un cadre de toute façon. On a tous besoin d'un cadre de fonctionnement. D'accord. Et à l'intérieur donc pas forcément hiérarchique. Non, c'est juste pour que tu définisses bien cadre. Oui, c'est-à-dire des règles de fonctionnement ensemble. Bon. Et à l'intérieur du cadre, de la liberté. Et c'est là qu'émergent des nouvelles idées, la coélaboration entre les uns et les autres. Mais alors du coup, rien ne change avec l'entreprise. Enfin, toute entreprise qui aujourd'hui fonctionne à l'ancienne te dira j'ai défini un cadre et on est libre à l'intérieur du cadre. Pas toujours. Enfin, libre, évidemment. Si tu mets du contrôle, c'est peut-être pas le bon terme, c'est autonome. Autonome, oui. Ouais. Mais si tu mets beaucoup de contrôle, pas très. C'est ce que disait Ronald Reagan, trust but verify. La phrase est passée à la postérité quand même. Bon, c'est pas évident de laisser de l'autonomie et de pas vraiment contrôler les gens. Et puis, on a tous besoin d'un cap, d'un objectif, de savoir où on va. Un patron qui a une vision et qui n'explique pas comment on va arriver à cette vision, c'est compliqué. Donc, c'est aussi apprendre au patron à dire bon ben voilà, je sens qu'il faut aller vers cet objectif. Oui. Il y a souvent des données factuelles qui sont là, mais on ne sait pas encore comment y aller. Donc, on va coélaborer ensemble. Oui. Et on va partir de là pour aller là. Mais Emmanuel, tu comprends, je veux venir en fait, je me suis peut-être mal exprimé, en fait, j'essaye d'établir le lien qui est entre l'autonomie au sens psychologique, qui est celle que tu suscites et que tu provoques chez les gens par ton travail, et l'autonomie au sens après fonctionnel et microéconomique, à l'échelle de l'entreprise. Est-ce qu'il y a un lien pour toi entre les deux? Et est-ce que si par exemple tu pouvais agir dans une organisation au-delà d'une première équipe et aux autres équipes et à plusieurs départements, voire à l'échelle d'une organisation, prenons une belle PME de 80 ou 150 personnes, si des coachs qui travaillent sur l'autonomie, l'intuition, etc., comme tu le fais, pouvaient travailler sur tout le monde, est-ce que tu penses finalement que alors c'est une pure hypothèse, mais simplement de travail, est-ce que on pourrait justement arriver finalement à gommer la structure hiérarchique, parce que les gens se seraient trouvés, apprendraient à oser, pour reprendre le slogan de la chaussée, seraient eux-mêmes, etc. Et parce qu'ils seraient autonomes, est-ce qu'ils seraient enfin peut-être plus à même de fonctionner? Oui, s'ils sont à leur bonne place, fonction de leur talent. Donc ça pourrait être ça le terme ultime finalement, oui, même si c'est juste une hypothèse. Ça passe aussi par une gestion des talents, enfin gestion, j'aime pas trop ce mot-là, mais que les personnes soient au bon endroit et qu'elles se sentent bien dans ce qu'elles font, qu'elles mettent leur créativité au service de l'entreprise et que tout cela coexiste. S'il y a des personnes qui ne sont pas à la bonne place, ça ne fonctionnera pas de toute façon. D'accord. Donc être à la bonne place, être congruent justement. Être congruent. Pour autant le terme. Ok, super. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser, que tu aurais aimé que je te pose? Ou en venant, tu t'es dit pourvu qu'il me pose cette question? Il n'y en a pas une en particulier? En fait, non, parce que j'ai lâché mon mental. Ouais, voilà.
étant donné que... T'étais en mode totalement lâcher prise là? Ah oui. Écoute, moi aussi, je te Oui, promets. je me suis Top dit- là, alors, on est pareil. Je vais rencontrer Frédéric. C'est un fou, il m'a dit, il n'y a pas de filet, on se prépare pas. Je lui fais confiance. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose à préparer. Il ne m'a pas répondu. Donc, Ah, c'était fait exprès. voilà. Et je me suis dit que... Je me suis laissé guider. Voilà. Bon. Et donc, non, je n'avais pas pensé à une question parce que justement, je n'ai pas mentalisé ce moment. En tout cas, tu vois, Pour nous qu'il avons soit ce... le plus naturel possible. Voilà, et tu vois, nous avons ce point commun que j'espère partager avec ceux qui sont restés avec nous le temps de cette interview. Merci à vous d'avoir eu la patience et d'être toujours là. En fait, c'est que, tu vois, il y a une forme de quête au sens, tu vois, pour employer un terme un peu pompeux, une heuristique, tu vois, qui a une aspiration quasi scientifique, mais en fait pas du tout, ça relève, scientifique, c'est un mot déplacé, on va dire, ça relève justement de l'intuition. L'heuristique, c'est une manière, si tu veux, de penser, de réfléchir, d'agir au quotidien, qui te permet de favoriser des découvertes non préméditées. Oui. Et d'ailleurs, par définition d'une C'est découverte, un outil, on peut difficilement anticiper la découverte, elle nous explose au visage. On est Voilà. d'accord. Eh bien, voilà, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette interview, c'est qu'on est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on se laisse aller en mode lâcher prise pour voir ce qui va surgir. Oui. Voilà, parce que c'est de la friction des idées comme ça, de tes idées, mes questions, tes Et de la réponses, rencontre etc. aussi. Il y a des choses nouvelles qui C'est la sortent. première fois qu'on se rencontre. Voilà, voilà. Alors justement, je te lance, c'est pas un défi, mais une petite proposition. Sur la base de cette interview, quand je vais la mettre en ligne, ok. Et alors justement, ça marche avec nos amis internautes. Si vous avez des questions pour Emmanuel, posez-les. Et moi, ma demande à ton attention, c'est sur la base de ce qui a peut-être émergé de nouveau, en réécoutant l'interview, en la regardant, tu vas me dire s'il y a un truc nouveau qui est sorti. Même un petit truc minuscule, mais un petit quelque chose comme ça voudra dire, tu vois, que de la rencontre est née une étincelle, quelque chose qu'on va peut-être pouvoir recycler en idées nouvelles. Et nos amis internautes, de la communauté Force notamment, mais les autres aussi, puisque bon, les autres sont bienvenus. J'espère que vous allez justement nous déstabiliser un petit peu. Voilà. Tant pis si vous nous dites qu'il y a des endroits où j'ai été mauvais, c'est pas grave. J'ai pas pensé à tout, j'ai pas préparé, je sais, je suis un sale type. Bon, je dis ça pour les trolls en fait, ça leur fait plaisir. Bon, mais il y en a peu des trolls, la plupart. On a une belle relation. En tout cas, on a été dans l'authenticité. Voilà, on a et été ça me va très bien. Voilà. Et ben je te propose justement de poursuivre. Voilà, vos questions, tes réflexions, et puis peut-être même revenir, tu vois, dans 6 mois. Et rebondir, voir par rapport à ce qu'on a appris, qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui a évolué, tout ça. Moi, je suis convaincu que dans une simple interview comme ça, et surtout si on triangularise avec nos amis internautes, il y a des choses nouvelles qui sortent. Voilà. Super. Bah, c'est un beau projet. Merci de le proposer. Merci d'être venu. Je suis OK. À bientôt. À bientôt.